Soyez les bienvenus dans Ça va faire du bruit, votre rendez-vous du week-end. Culture, people, politique, société, on parle de tout avec nos chroniqueurs et avec nos invités. Voici le sommaire du jour. La droite est-elle morte? Dans 2 jours, c'est la fin du dépôt des candidatures pour prendre la tête des Républicains. A priori, 3 candidats, mais pas d'enthousiasme. Les Républicains peuvent-ils réussir à renaître de leurs cendres? On va en parler et en débattre. Des supermarchés sans caissière la semaine prochaine, c'est un hypermarché d'Angers qui va s'y mettre. Alors est-ce l'avenir de la grande distribution? Que vont devenir les employés? On en parlera avec Céline Verzelletti de la CGT. De plus en plus de plages françaises sont interdites de fumer, d'autres interdites de musique. On envisage aussi de lancer des plages sans portable. Et la liberté alors? Nous serons avec l'une des maires d'arrondissement de la ville de Marseille, Samia Ghali. Le boom des applications de rencontres, c'est le carton de l'été. Comment ont-elles transformé les rapports amoureux? Et surtout, quels en sont les dangers? Et puis notre invité du jour, ce sera l'humoriste et comédienne Chantal Latsou pour le carton de l'été au cinéma. C'est quoi cette mamie? Et puis on reparlera également des vacances d'Emmanuel Macron au fort de Brégançon. C'est parti pour Ça va faire du bruit. Merci d'être avec nous pour Ça va faire du bruit, un sommaire très riche aujourd'hui. Et pour en parler, mon équipe du jour, Bertrand Perrier, bonjour. Merci d'être avec nous, avocat et féru de politique et d'actualité. Et curieux de tout, mais oui, dans l'absolu, donc ça tombe bien, puisqu'on parle de tout dans Ça va faire du bruit. Catherine Ivanichenko du magazine Voici, merci d'être avec nous Catherine. Bonjour. Vous allez nous parler notamment des vacances des présidents, des vacances d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a des choses à dire sur ces vacances. Sandra Marconi, notre spécialiste du web, merci d'être avec nous Sandra. Alors je ne sais pas si vous avez reçu le faire-part, mais selon nos informations, la droite est morte. Alors oui, je suis sans doute un petit peu provocateur avec cette formule, il n'empêche, depuis les 8% et quelques de François Bellamy aux élections européennes, l'affaire Fillon à la présidentielle, les guerres de pouvoir en interne, l'échec et la démission de Laurent Wauquiez, on a quand même le sentiment que la droite est totalement dans l'impasse en ce moment. Alors nous sommes à 2 jours du dépôt de candidature pour la tête des Républicains. On avait envie de faire le point, voilà, on enlève la musique mortuaire parce que c'était un petit peu long. On avait envie de faire le point. Les Républicains ont-ils besoin d'un homme providentiel? Et si oui, qui est-il? Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir William Tay, merci. Merci bonjour. à vous. Merci d'être avec nous. Président du think tank Le Millénaire, qui est un groupe de réflexion sur l'avenir de la droite. Oui, tout à fait. C'est bien ça. On travaille sur la refondation de la droite, donc on est opportun pour parler de ça. Exactement, je vois que ça vous a amusé, le petit montage qu'on a fait. Alors la droite est morte ou pas? Je vais répondre par un argument, parce que j'ai fait des études de droit, donc si la droite était morte, vous n'en parlerez pas. Donc elle est en train de mourir peut-être. Ou peut-être qu'elle est en train de se renaître, en tout cas on y travaille. Moi je pense que la droite, en tout cas, on est dans une situation similaire à celle du Parti Socialiste dans les années 70. Et je reprends un article du Monde écrit par Vanessa Schneider qui a parlé des Gilets jaunes. En fait, la droite devait se saisir de ce mouvement parce que ce mouvement portait des revendications qui étaient en phase avec ce que portaient les Républicains. À la base, c'était le ras-le-bol fiscal. Le vrai point de départ, c'était le prix de l'essence et le ras-le-bol fiscal. Et ça, ce sont des thèmes, effectivement, plutôt de droite à la base. Qui ont été portés par Laurent Wauquiez, comme sur la question de la fracture territoriale. Et le Parti Socialiste, quand on prend un peu, on se remémore l'histoire de France, en 68, devait gagner avec les mai 68, le mouvement interdit d'interdire était en phase et pourtant ils ont fait 5% à l'élection présidentielle de 69. Nous on est un peu dans le même cas, on avait les gilets jaunes qui étaient là censés nous soutenir et on a fini à 8%. Donc quelles sont les causes de ce remède, de cette fracture? Et 12 ans après, c'était Mitterrand. Voilà. 12 ans après, c'était Mitterrand. Donc il fallait attendre un petit peu. Il faut attendre un petit peu et puis en plus avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut s'attendre à ce que ce soit pas dans 12 ans ou dans 8 ans, mais peut-être dans 3 ans. Ça peut aller plus vite. On a vu l'émergence d'Emmanuel Macron, ça a été extrêmement rapide. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un zapping permanent, ça va très vite. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Perrier, quand on parle de cette phrase provocatrice, la droite est morte? Vous en pensez quoi aujourd'hui? Oui, je pense qu'effectivement, elle n'est pas en forme en tout cas. Il y a pas mal de coups de pioche qui se sont tombés dessus, oui, c'est certain. J'aime bien la méthode Coué. Objectivement, c'est bien, hein, mais non, ça va pas du tout. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de programme, et elle se fait bouffer à la droite et à la gauche. Donc non, il n'y a pas d'espace politique. On le voit bien, personne ne veut aller à la présidence des Républicains, ils sont 3. On va aller voir d'ailleurs les 3 visages de la présidence des Républicains. On a Christian Jacob,
Guillaume Larrivé et Julien Aubert. Alors est-ce on voit bien qu'au milieu, il y a le parrain, hein, donc voilà, c'est ça. Voilà, celui qui incarne une sorte de tradition et qui va être élu, hein, évidemment, puisqu'il a 110 parrainages, donc c'est évidemment lui qui va être élu. Et puis il y a les deux là qui qui ont 40 ans et qui se disent, si on fait rien, on va regarder passer les trains pendant toute notre carrière, et c'est nos camarades de l'ENA qui vont avoir les postes qu'on ambitionnait d'avoir. Donc c'est un peu ça. Et puis on regarde Xavier Bertrand en se disant, qu'est-ce qu'il va faire? On regarde Valérie Pécresse qui est déjà partie. On regarde François Baroin qui pourrait revenir. Avec une sorte d'énigme de Nicolas Sarkozy qui est là-dessus et qui essaye de se dépêtrer de ses ennuis judiciaires. Alors c'est une bonne introduction, on va parler de tout ça effectivement tout au long de cette émission. Là, concernant les trois candidats qu'on vient de découvrir, de voir là sur ces images, Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, à votre avis, est-ce qu'un de ces trois hommes-là est en mesure de faire repartir la machine? En fait, pour faire repartir la machine, il faut analyser les causes. Et moi, ce que je vous dis, c'est pourquoi est-ce qu'on a fini à 8%? Quand on regarde l'historique, donc depuis Nicolas Sarkozy, en fait, petit à petit, on a perdu des segments entiers de la population. On a perdu les classes intermédiaires. On a parlé des supermarchés, des emplois. On n'a pas su analyser les mutations et proposer un remède. On n'a pas su proposer une réponse à la crise financière de 2008 et on a perdu l'électorat populaire parce qu'on n'a pas su proposer une phase de réindustrialisation du pays et une vision du pays. Parce que quand on gagne, en fait, il ne faut pas uniquement répondre sur des questions différentes. Il faut porter un projet global de société. Aujourd'hui, si on me pose la question ici, pourquoi on a perdu, quel est le projet global des Républicains? Et alors, si je vous pose la question, c'est quoi aujourd'hui? C'est ça le problème, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a deux piliers sur lesquels il faut fonder la droite. Le premier pilier, c'est faire de la France le premier pays d'Europe parce qu'il y a une concurrence avec l'Allemagne. Le coup franco-allemand ne marche pas actuellement, il est déséquilibré en faveur de l'Allemagne. Et le deuxième pilier, c'est la refondation du contrat social. Aujourd'hui, quand on regarde le constat actuel, c'est qu'il faut 6 générations, donc soit 180 ans, pour qu'un ménage pauvre atteigne un revenu moyen. Et c'est à la droite de proposer ça. Il faut repartir sur la question de l'égalité des chances, la question de l'emploi et la question de l'espérance aussi. Alors là, il faut repartir complètement de zéro, j'ai l'impression. Et j'ajouterais que à chaque fois, on parle d'ascenseur social, mais la droite ne doit proposer un ascenseur social, doit proposer un escalier. C'est montrer qu'en travaillant et en ayant obtenu ce qu'on veut, on arrive à monter, mais que l'escalier sera long et sera dur. Mais qu'avec nous, on y arrivera. Oui, c'est tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, en fait. Hein, c'est pas vrai. Non, mais cela dit, votre think tank s'appelle le millénaire, donc vous avez effectivement un millénaire pour y arriver. Mais en fait, on vous le souhaite avant, mais bon, oui, voilà. surtout pour vous. Mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, vous avez fait 8% avec une ligne très dure sur les valeurs. Donc là, on parle de la ligne Bellamy aux européennes. Des européennes. Avec qui a vraiment perdu, on va dire, la droite la plus républicaine et qui n'a séduit que la plus conservatrice, on pourrait dire réactionnaire. Non, mais c'est même pire que ça, c'est qu'on a perdu des deux côtés. On a perdu 30% de l'électorat de François Fillon qui s'est porté sur Emmanuel Macron et plus de 20% de notre électorat qui s'est porté directement sur Marine Le Pen. Donc on a perdu des deux côtés de l'omelette. Alors, on va parler de Christian Jacob maintenant, puisque Christian Jacob, vous le disiez, Bertrand Perrier, a priori, devrait être élu sans grande surprise. Là, c'est la fin des dépôts des candidatures mardi. Le vote, ce sera, je crois, en octobre. Alors, on va voir les soutiens de Christian Jacob, notamment M. Carucci, qui était sur notre plateau. Christian Carucci, le sénateur Les Républicains, il y a 2 jours, et qui disait effectivement pour qui son cœur... Roger Carucci, pour qui son cœur penchait. J'ai beaucoup d'estime, c'est pas le sujet, pour Guillaume Larrivé et Julien Aubert. J'étais allé soutenir Julien Aubert dans le Vaucluse. Donc, j'ai pas d'état d'âme par rapport aux candidats. Je dis seulement que dans une période où on sort de 2 défaites présidentielles et législatives, 3e défaite aux européennes, le meilleur moyen de remonter, à mon sens, c'est la compétence qu'a Christian Jacob et le sens du rassemblement. Mais c'est pas tellement renouveau aussi, Christian Jacob. Pardon. Je sais qu'aujourd'hui, si vous avez plus de 45 ans, vous n'êtes plus rien. Mais enfin, Christian Jacob a 58 ans, il n'est pas encore au carbone 14, donc ça devrait aller. Bon voilà, il est toujours assez rigolo, Roger Carucci, mais le problème, c'est que la question, elle est quand même assez juste. Cette question de renouvellement, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux et quelqu'un qui était déjà dans les instances avec Christian Jacob? Non, mais la mission de Christian Jacob, c'est pas d'être candidat à la présidentielle, de recueillir le Non, mais quand même de relancer une dynamique. C'est ça, mais quelles sont les questions? Il y a la question de l'organisation du parti, et donc
le rassembler à la fois les militants et les élus. Et qui est le plus capable parmi les trois de le faire? Donc on le voit, vous l'avez vous-même souligné, c'est Christian Jacob, capable de rassembler la famille et les différents Parce points qu'il a de tous vue. les réseaux, il connaît tout le monde, voilà, il y a ça C'est aussi. pas uniquement une affaire de réseau, c'est une affaire de qualité, de personnalité aussi. Et puis il y a la question de la ligne politique. Et Christian Jacob a inscrit un horizon qui est clair et qui permettra aux Républicains de se relancer. C'est le congrès refondateur après les municipales. Ça permet de refonder à la fois le parti et la question de la ligne politique. Parce que le plus important, c'est pas uniquement une affaire de personnes. Moi, je pense que les Français, on l'a vu avec ce qui se passe en Italie, on l'a vu ce qui se passe au Royaume-Uni, on l'a vu ce qui se passe aux États-Unis. Ils veulent pas une personnalité qui est jeune, qui est belle, qui présente bien dans les médias. C'est une affaire de renouvellement d'idées. Oui, mais c'est aussi renouvellement des hommes, parce que Salvini, on en parlait hier en Italie, il est quand même jeune. Pour la présidence. Il implique quelque chose de différent. Je terminerai juste dessus pour la présidentielle. On le voit par exemple pour les républicains ou les démocrates aux États-Unis. Le président du parti n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il est là pour organiser Pour vous, le il parti. faut décorréler ces deux questions de C'est ça. toute façon, parce c'est vrai qu'on est toujours dans cette optique-là, historiquement, notamment à droite. Historiquement, et puis là, ce qu'on a vu, c'est que quand un président des Républicains veut être candidat à l'élection présidentielle, il se fait attaquer de tous les bords. Il se fait attaquer parce qu'il y a des créations de micro-partis, il se fait attaquer de tous les côtés, à droite, à sa gauche. Et l'opposition au centre, interne, derrière c'est lui. toujours très compliqué. C'est Catherine Ivalinchenko, on parlait de cette question de modernité. Vous qui travaillez à Voici, pour qui l'image, évidemment, c'est important, est-ce qu'un Christian Jacob, il peut imprimer, on va dire? Malheureusement, non. non, parce que Christian Jacob, en fait, n'a pas l'étoffe, je pense, d'un vrai leader. C'est ce qui manque, ce qui fait cruellement défaut actuellement chez les Républicains. Là, on ne parle pas d'un présidentiable, mais là, on parle déjà d'un leader de parti. Exactement, d'un leader de parti. On a exactement le même problème au PS avec Olivier Faure. Faites un petit sondage dans la rue et montrez la photo de Christian Jacob et d'Olivier Faure. Les gens, grosso modo, ne savent pas qui il est. Je vous assure que Christian Jacob, des photos en vacances, si je les vois passer, personnellement, je ne vais pas les prendre, je ne vais pas les mettre en une, je suis désolée. Donc, il va y avoir quand même un sacré boulot à faire. En tout cas, c'est quand même une élection de réseau, puisque là, on est sur les parrainages. Et donc, il fallait bien 1% des adhérents, c'est-à-dire 1300 personnes, et puis 10% des parlementaire. Et donc, c'était pas totalement ouvert, il fallait quand même être vraiment 5%, parrainé. donc 10 parlementaires, c'est pas totalement ouvert. Et par exemple, un Guillaume Pelletier a été barré parce qu'il aurait probablement eu les adhérents, mais il n'avait pas les parlementaires. Donc on est bien sur une élection de réseau, ce qui fait que, évidemment, Christian Jacob va être élu, parce qu'il a déjà publié ses 110, et il a absolument tous les caciques de la droite, à commencer par Roger Carucci, qui le soutiennent. Et pour Guillaume Larrivé, à part Éric Woerth et François Fillon, qui sont des soutiens, voilà, comme la corde soutient le pendu. Non, mais il soutient comme la corde soutient le pendu. Voilà, donc je comprends que ça piaffe, mais en réalité, les vrais concurrents, c'est pas Christian Jacob, c'est Marion Maréchal, en fait. William Tay, oui. Après, moi, j'ajouterais 2 points sur Christian Jacob. C'est vrai qu'il n'est pas connu, mais ça veut dire qu'il a le mérite de se faire connaître. Et après, moi, je lui trouve 2 qualités. C'est-à-dire qu'il peut viser 2 segments de population, ce qui nous font terriblement défaut. Les catégories intermédiaires, donc employés, et les ouvriers. Moi, je pense qu'il a les catégories populaires, voilà, je pense clairement. Et même les catégories intermédiaires, c'est les personnes qui sont entre les deux. Et ce sont les catégories qui font terriblement défaut à la droite et qui seront importantes pour l'élection présidentielle. Oui, il n'a pas le côté parisien. Lui, pour le coup, c'est un élu de terrain. C'est un agriculteur. C'est un agriculteur. Donc voilà, il parle. Il peut parler à ces segments de population, il est capable de les comprendre et de proposer un nouveau projet. Et moi, je pense qu'en plus, il pourra bâtir pendant 2 ans, voire 2 ans et demi, un projet capable de rassembler et qu'un nouveau candidat, qu'on émergera, on ne sait pas qui c'est, pour affronter Emmanuel Macron. Alors, on a quand même l'impression que tout le monde à droite, enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, est en deuil de Nicolas Sarkozy. Bertrand Perrier, comment réussir à passer derrière un Sarkozy? Parce que de toute façon, qu'on l'aime ou pas, Sarkozy, c'était un animal politique incroyable. Il incarnait vraiment la droite, un charisme, une présence. Comment on peut passer derrière Sarko? Non, mais le problème, c'est que Nicolas Sarkozy était le dernier à pouvoir parler à toute la droite, à toutes les tendances de la droite, parce qu'il les fédérait, il les dirigeait, et il avait ce charisme extraordinaire d'animal politique. On voit que son livre est un grand succès de librairie. Enfin, c'est le carton de l'été. Je crois qu'on est à plus de 250 000 exemplaires vendus. Ça s'appelle Passion. Du livre de François Hollande. Enfin, c'est impressionnant, ce succès. C'est très impressionnant, et donc on voit bien qu'il suscite une fascination ou une répulsion. Après, le problème,
problème de Nicolas Sarkozy, c'est ses ennuis judiciaires. Il a un calendrier judiciaire très serré à la rentrée avec Big Malion et la question de savoir s'il sera ou non renvoyé devant le tribunal correctionnel. Sur le financement de sa campagne. Sur le financement de sa campagne de 2012. Et puis sur le financement de sa campagne de 2007 avec l'affaire libyenne qui, elle, paradoxalement, est judiciairement moins avancée, mais l'affaire de Big Malion, il reste une seule étape, c'est la décision de la Cour de cassation, avant un éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy est très compliqué, à mon sens, empêche vraiment une visibilité sur un retour. Vous croyez que c'est ça qui l'empêche vraiment de se relancer, ou parce qu'il n'a plus envie? Ou c'est un mix des deux, peut-être? Il y a quand même une contrainte forte. Enfin, je sais, quand on est menacé à très court terme d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, on n'a peut-être pas un les. Il y a l'épée de Damoclès, quoi. Voilà, c'est ça. Une vraie épée de Damoclès. Après, oui, on voit bien que probablement il passe des coups de fil un peu partout, mais peut-être pas dans le quotidien de la gestion du parti. Il est comme une sorte de référence, comme a pu l'être aussi Jean Leonetti. Au moment où la droite s'est fracturée, on a trouvé quelqu'un, comme Gérard Larcher peut l'être aussi, c'est-à-dire une espèce de sage qui... Éminence grise, voilà ça. Il y a un peu ça chez Nicolas Sarkozy. Il reste un peu, j'ai envie de dire, le parrain ou le grand sage. On va se référer à Nicolas Sarkozy, on va lui demander des conseils. C'est le dernier à avoir gagné l'élection présidentielle. Et puis au-delà de ça, c'est le dernier à avoir assumé la fonction de chef d'État à un niveau important. C'est qu'il a été capable de faire briller la France à l'étranger. On le voit sur deux éléments clés. La crise financière de 2008, alors qu'on a un risque de crise financière et économique dans les 2 prochaines années, et ensuite la gestion de l'Union européenne. Quand on compare la gestion de l'Union européenne de Nicolas Sarkozy avec son leadership par rapport à celle de François Hollande, ou les échecs que vit actuellement Emmanuel Macron par rapport à Matteo Salvini et Viktor Orban, on voit qu'il y a une vraie différence entre Nicolas Sarkozy et ces 3 points-là. Donc William Tay, franchement, vous êtes en manque de Sarkozy là aujourd'hui? Non, pas uniquement. Un peu quand même. Non, mais c'est que Sarkozy, c'est une sorte de... C'est les bons moments, c'est comme les bons vieux tubes de... Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est comme la lambada, on se souvient de ce qu'on a fait un été, on s'est dit on en prendrait bien un petit shot. C'est un tube des années 80 en fait. C'est ça. C'était langoureux, mais c'était passé. Mais après j'ajouterai un point. Nicolas Sarkozy a réussi à faire gagner la droite, mais malgré tout, il a perdu l'élection présidentielle de 2012. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a perdu, pour pouvoir se représenter devant les Français avec un projet complètement renouvelé. Et défaite très cuisante aux primaires, puisqu'il n'est arrivé qu'en 3e position, même pas qualifié pour le deuxième tour, le second tour des primaires, derrière François Fillon et Alain Juppé. Et j'ajouterais juste un dernier point. Vous disiez que Nicolas Sarkozy avait la capacité de rassembler les droites. Christian Jacob a une même capacité pour l'instant à rassembler les droites. Et il est là pour... Il n'a pas le même charisme, voilà. Non, il n'a pas le même charisme, mais on ne demande pas... C'est normal, il n'a pas le même parcours non plus. On ne demande pas à Christian Jacob d'être candidat à l'élection présidentielle. On demande à ce qu'il est capable de fédérer la famille en vue de se mettre en ligne de marche pour affronter Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, on le sait quasiment tous, sera qualifié au second tour de l'élection présidentielle. Donc l'enjeu, et puis l'enjeu pour les Français, pour globaliser, pas uniquement parler de la droite, c'est qui sera au second tour face à Emmanuel Macron. Soit c'est Marine Le Pen, soit c'est nous. Est-ce qu'ils veulent assister à un nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec le même deuxième débat au second tour? En tout cas, vous pensez aujourd'hui que la droite a encore la possibilité, on va dire, de faire émerger un candidat dans les 2 ans et demi qui viennent pour être au second tour, voire devenir président à la prochaine élection présidentielle? C'est même pas une question de possibilité, c'est même une question de devoir. Parce que s'il n'y a plus de droite, qu'est-ce qui se passe? On assiste de nouveau à Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Il y a la gauche quand même, hein, je ne peux pas oui, dire. Elle n'est pas en meilleure forme. Elle n'est pas très bien, mais il y a aussi la gauche comme option. Oui, mais la gauche est encore plus morte que nous. La preuve, on ne fait même pas de sujet sur elle. Pas très bien. Donc aujourd'hui, on vous invite, vous réfléchissez pour l'avenir de la droite, donc c'est normal que vous n'ayez pas d'opinion particulière. Non, mais sur la gauche. La gauche. Non, moi je pense qu'il faut que la gauche se reconstruise aussi, parce que la question, c'est la question de l'alternative. Emmanuel Macron, il faut bien qu'il y ait un après Emmanuel Macron. Il ne va pas rester pendant 10 ans, 15 ans. Il ne va pas mettre Castaner Premier ministre, président pour lui se mettre Premier ministre comme en Russie. Donc la question, c'est de penser l'après Macron. Peu probable. C'est de penser l'alternative. Pas sûr que ça fonctionnerait. C'est de penser l'alternative. Et aujourd'hui, les Républicains, s'il y a un deuxième tour, encore une fois, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, vous savez quel est le risque? On sait tous quel est le risque. Vous pensez qu'il y a vraiment une possibilité que Marine Le Pen soit élue présidente de la République? Je ne pense pas que Marine Le Pen ait une chance d'être présidente de la République, mais je pense qu'un jour, si la droite s'effondre, il y a une chance pour que le Front National soit capable de placer l'un des siens à l'Élysée. En tout cas, l'espoir d'un retour de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant nous en parlait sur ce plateau il y a 3 semaines, il était notre invité. Et écoutez ce qu'il disait, il ne ferme pas complètement la porte. Même s'il a tourné la page, pour ma part, le connaissant un peu, je pense que si les circonstances faisaient
malheureusement, ce serait sans doute des circonstances difficiles pour notre pays, qu'on ait besoin de lui, il serait disponible. Voilà, il pourrait être disponible si jamais la France était. Non, mais je veux dire, S'il y avait un drame. Voilà. honnêtement, Guéant, quoi. Il manque Hortefeux, puis on a les tontons flingueurs. Enfin, c'est affreux. Enfin, c'est tout ce que la droite ne peut pas se permettre, franchement. Ne peut plus se permettre. Alors, en tout cas, en termes d'idées, c'est vrai qu'on a le sentiment que la droite s'est perdue, en tout cas n'a pas su vers quelle ligne aller ces dernières années. Avec Bellamy, on avait donc le côté conservateur, sens commun, qui a clairement été désavoué par les électeurs aux européennes. En même temps, aller plus vers le centre, aller vers le macronisme. Est-ce qu'il y a un espace pour la droite aujourd'hui, clairement? Oui. C'est quoi cet espace? Cet espace, pour moi, c'est conquérir les électeurs intermédiaires et populaires qui nous ont quittés depuis les années 90 pour aller chez Marine Le Pen. Toute la question. Donc pour vous, c'est plutôt vers la droite qu'on va chercher la victoire, vers la droite de la droite, je veux dire. Moi, je dis aller au peuple, mais si vous voulez, on peut dire aller à droite. Non, parce que la question, c'est. En tout cas, les électeurs qui sont partis à l'extrême droite, donc a priori, ils veulent une droite. Non, mais faut désigner un ennemi. Quand on parle à l'ensemble des Français, ils nous disent quelle est la différence aujourd'hui entre Emmanuel Macron et la droite. La question, c'est qu'il faut déjà poser un marqueur et puis désigner un ennemi. Est-ce que notre ennemi, c'est Marine Le Pen ou est-ce que notre ennemi, c'est Emmanuel Macron? Moi, je pense que notre ennemi, c'est Emmanuel Macron pour démontrer pourquoi est-ce qu'on ferait mieux d'un point de vue politique public en termes de gouvernance et de rayonnement de la France. Et sur tous ces points, il faut qu'on propose un projet qui est complètement différent. Mais pour aller chercher les électeurs qui sont allés chez Marine Le Pen, la stratégie, c'est quoi? Mais moi, je pense déjà qu'il faut repenser la ligne économique. Donc ensuite, c'est proposer une aspérité et une projection. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est quand on met 6 générations pour atteindre le revenu moyen. C'est normal qu'il y ait les gilets jaunes. C'est normal qu'il y ait les gilets jaunes. Parce que Ascenseur social bloqué, quoi. Là, c'est même pas une question d'ascenseur social. C'est que les règles du jeu sont cassées. Aujourd'hui, la France, d'un point de vue de façon pour lutter contre les inégalités, est plutôt efficace. Mais il n'y a pas de mouvement. Et pour reprendre ce que vous avez dit, c'est qu'Emmanuel Macron avait été élu pour casser la rupture entre les insiders et les outsiders. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il organise la compétition entre les inclus et les exclus. Il fait pas... Non, je vais terminer dessus. Non, je vous le dis clairement. On le voit. Pour l'instant, il a juste fait une grimace. Mais terminez votre phrase. Il n'a pas encore pris la parole. Et puis, quand on regarde les exclus, ils ne peuvent pas s'insérer sur le marché du travail. C'est une compétition entre inclus et une compétition contre exclus pour savoir chez les inclus qui sera le plus inclus et chez les exclus qui sera le moins exclu. C'est uniquement ça ce qu'organise Emmanuel Macron avec la loi travail et avec sa formation professionnelle qui est complètement à revoir. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Regarder les scores à Paris aux européennes. Vous voyez que la droite, qui est quand même la droite est minoritaire dans le 16e. Ça, historiquement, c'est complètement fou. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, en fait, pour moi, la seule chance de la droite possible, qui, à mon avis, est pour 2027. En 2022, je pense qu'il n'y a aucune chance, zéro. Pour vous, c'est Macron qui repasse? Oui, si jamais rien ne bouge là dans les 2 ans qui viennent. Rien ne va bouger. Voilà, Emmanuel Macron, il a émergé en 1 an et demi, donc tout est possible. Oui, mais à ce moment-là, il faut quelqu'un vraiment qui renverse la table et qui fasse vraiment quelque chose de totalement nouveau et qui sorte des Républicains. Ça 2 fois de suite, c'est miraculeux. Mon sentiment, c'est que Emmanuel Macron a tellement mordu sur sa droite. Et on le voit, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace sur le libéralisme économique, il n'y a plus d'espace. Voilà. Après, il va y avoir un espace sur le social. Ils peuvent se relancer, par exemple, sur la PMA. Il peut y avoir, moi je n'y crois pas, mais ça peut être quelque chose où la droite peut essayer de prendre un sujet. Mais sur là, les retraites. Là encore, on va être sur des questions sociétales qui n'ont pas réussi à François-Xavier Bellamy aux européennes. Oui, mais après il va y avoir les retraites. Donc il y a quand même un deuxième temps dans la rentrée. Et puis après, la chance, c'est si Emmanuel Macron repart sur sa gauche. Et là, il y a peut-être un espace. Sinon, objectivement, le président que la droite a toujours rêvé d'avoir, c'est Emmanuel Macron. Rapidement, pour draguer les électeurs plus du côté de l'extrême droite et du Front National, certains et certaines, notamment une auquel je pense, jouent le jeu sur les réseaux sociaux. C'est ça, on parlait de ligne politique tout à l'heure, c'est pas très clair quand même. On parle de Nadine Morano, bien évidemment, celle qu'on entend beaucoup, énormément même sur les réseaux sociaux, qui elle a une ligne politique très à droite, on va pas se mentir, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure à Christian Jacob. Donc elle drague les électeurs de droite, très à droite, avec une petite revue de tweets dont elle a le secret. Le fameux tweet concernant Sibeth Ndiaye. Exact, ça c'est le dernier en date, outré mais habitué à entendre ces inepties débitées, souvent en tenue de cirque, sénégalaise très bien née, ayant obtenu la nationalité française il y a 3 ans, visiblement avec de grandes lacunes. Bon, ça, on l'a vu, c'est le dernier.
Ces tweets aussi sur le racisme qui sont de ses préférés. Hein. S'il n'y a pas de race, il faut donc supprimer les subventions aux associations antiracistes. Que des hommes, une invasion permanente d'immigrés illégaux qui pénètrent par effraction sur le territoire européen. J'invite toutes les idiotes qui portent la tenue islamiste en France à migrer en Iran. Bref, voilà, ça c'est la spécialité de Nadine Morano. Alors Nadine Morano, à sa décharge, dit que c'est de la liberté d'expression et que ce ne sont pas, selon elle, des expressions racistes. Voilà. C'est compliqué. Et évidemment, sur l'homophobie, également sur toutes les questions LGBT, où elle attise aussi également un petit peu la haine. Donc ça, c'est quand même une ligne politique qui est très très à droite, que vous assumez, vous, chez les moi, Républicains. je l'exprimerai pas de cette façon-là, et puis elle a son propre positionnement. Mais après, on peut pas résumer la poste de Nadine Morano et toute sa carrière politique en 4 tweets de 140 caractères. Alors, le problème, c'est que c'est elle qui se résume souvent à ses tweets, puisqu'elle tweet beaucoup. Mais ça, c'est tout le problème de la communication moderne. C'est qu'on demande à chaque fois d'être plutôt médiatique et de communiquer de cette façon-là, et puis on laisse pas le temps de développer sa propre pensée. Et... Non, mais c'est pas des exceptions. Ça, c'est vraiment. Non, c'est pas des exceptions, mais c'est assez régulier. Et ça peut être aussi une stratégie. Non, mais après. La question, c'est est-ce que vous les assumez, ces tweets? Non, mais ensuite, sur la plupart, on peut prendre les tweets un par un et dire est-ce que je les assume ou pas. Mais puis sur la question de Sibeth Ndiaye, moi j'ai regardé la question et apparemment il y a un article du Sénégal qui reprochait à Sibeth Ndiaye sa tenue lors d'un dîner diplomatique. Effectivement, il y a eu un article, qui parlait de la tenue de Sibeth Ndiaye. Donc, en tout cas, là, on était sur un épiphénomène avec Nadine Morano. Juste pour conclure, puisqu'on a terminé sur cette partie, vous en tout cas, vous misez sur Christian Jacob pour refonder le parti, pour essayer de partir sur de nouvelles bases. Et après, c'est les idées, quoi. Oui, c'est les idées, parce qu'il a 2 points de qualité, je terminerai dessus. Il a la capacité de rassembler la famille politique pour se diriger vers un avenir commun, donc affronter Emmanuel Macron et surtout un nouveau congrès pour porter de nouvelles idées, remettre à plat la ligne politique pour proposer un horizon futur et surtout un nouveau projet de société. Mitterrand avait gagné en 80 sur changer la vie. Il faut que nous-mêmes on propose un projet de société pour les 100 ou voire même le prochain millénaire. Eh bien, bon courage à vous. Vous avez du pain sur la planche, je pense, William Tay. L'avenir de la droite, ce sera mardi pour savoir effectivement les dépôts des candidatures et ensuite au mois d'octobre pour savoir qui prendra la tête des Républicains. Allez, à venir, les supermarchés sans caissière. Il y en a de plus en plus dès la semaine prochaine. Un hypermarché Casino d'Angers va tester le système pour pouvoir ouvrir le dimanche. Les caissières d'antan sont-elles amenées à disparaître? On attend vos réactions sur Internet avec le hashtag CVFDB. Ça va faire du bruit. A tout de suite sur LCI.